Haj Nasser Bloum, qui est maître de conférence à la Manouba, auteur de Monnaie et circulation monétaire en Afrique romaine entre les règnes de Galien et Théodose, publication Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis en 2011, et d'un deuxième ouvrage qui s'intitule Martyr antique au pays des Calcaires, paru en mars 2020. Zakia va nous parler de comment enseigner le patrimoine monétaire entre sciences exactes et récits historiques. Quel enjeu pédagogique? La parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Bonjour encore une fois tout le monde. Donc je vais parler du fait d'enseigner le patrimoine monétaire, un champ du patrimoine culturel. Certains objets semblent familiers au point de vue, nous oublions leur extraordinaire richesse documentaire. La monnaie appartient à cette catégorie d'objets du quotidien dont l'évidence masque souvent la profondeur. Il s'agit d'une monnaie antique, découverte lors d'une fouille archéologique à Carthage ou dans un autre site archéologique, d'un trésor monétaire ou d'un billet de banque actuellement en circulation. Nous avons tendance à n'y voir qu'un instrument d'échange et un simple témoin économique. C'est pourquoi il apparaît nécessaire d'explorer la possibilité pédagogique offerte par ce patrimoine en interrogeant la complémentarité entre deux approches souvent présentées comme opposées, celle de sciences exactes et celle du récit historique. Donc, c'est les deux. Donc, on a les deux sciences exactes. C'est comme un laboratoire, un mini-laboratoire. Et il y a cette monnaie en métal ou en papier qui exige beaucoup de félicité et un savoir-faire, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc, raconter la monnaie, surtout dans les humanités, donc en face de nos étudiants ou dans les musées, en fait. C'est un document historique et ça reste toujours intéressant de l'interpréter, et ça ne peut être qu'un via ce qu'on appelle le storytelling patrimonial. Et ça, c'est très important. Parce que quand on dit monnaie, on dit chiffres. Hein, là, j'ai mis Swareb parce que c'est un mot ancien, hein, donc, et ça fait rêver, donc Swareb. Mais derrière Swareb, il y a beaucoup de récits historiques, et il faut vraiment les adapter pour qu'on puisse comprendre. Parce que quand on dit une monnaie, comme je l'ai dit, c'est toujours le chiffre, la valeur marchande. Et même, c'est pas parfois la valeur marchande, il y a le métal, par exemple, comme l'or, et d'autres métaux, en fait. Depuis plusieurs décennies, les historiens et les numismates, comme moi, donc je suis plutôt numismate, considèrent la monnaie comme l'une des sources les plus précieuses pour la connaissance des sociétés anciennes. Et Georges Diderot, par exemple, rappelait à juste titre que la monnaie constitue un document historique de l'ordre de Trouille et or, capable d'éclairer les structures politiques, économiques et idéologiques d'une époque. Et on va y revenir, hein, on va le voir. Contrairement à d'autres sources souvent fragmentaires ou réservées à certaines catégories sociales, par exemple les inscriptions, la monnaie possède une caractéristique exceptionnelle. Elle est produite en grand nombre et destinée à circuler largement au sein de la société. Elle présente donc un message officiel, parce que c'est un outil officiel par excellence. D'ailleurs, quand on fait une usurpation, par exemple, dans un pays quelque part, par exemple, Tawad Sahib Hima, à l'époque, ou bien d'autres usurpations à l'époque romaine, au IVe siècle, par exemple, pour vraiment renforcer cette légitimité, donc on frappe la monnaie. Donc c'est officiel. Quand on est là, c'est à travers cette monnaie. Donc, contrairement à d'autres sources souvent fragmentaires, on l'a dit, en fait, cette monnaie, elle a une caractéristique exceptionnelle.
Elle est produite en grand nombre et destinée à circuler largement au sein de la société. Elle représente donc un message officiel diffusé auprès d'une population parfois très vaste et surtout quand on parle par exemple à l'époque grecque ou même à l'époque romaine ou après, ce sont des sociétés, ce qu'on appelle les interlocuteurs, parce que c'était un moyen de médias en fait, cette monnaie-là. À travers cette monnaie, on connaît l'empereur, on connaît son âge, on connaît sa présence militaire, civile et d'autres. Donc, chaque monnaie porte un discours. Elle raconte l'histoire d'un pouvoir qui cherche à affirmer sa légitimité, l'histoire d'un territoire qui construit son identité, l'histoire d'échanges commerciaux qui relie les hommes, mais aussi l'histoire de croyances, la religion, des symboles et de représentation collective. Une monnaie unique, par exemple, portant la figure de Tanit et le cheval emblématique Et par exemple, le cheval emblématique, il est même, c'est l'emblème du festival de Carthage d'ailleurs. Donc voilà, emblématique de Carthage, évoque immédiatement la puissance maritime et commerciale de la cité. Une monnaie romaine à l'effigie d'Adrien, l'empereur Adrien ou l'autre, mais Adrien parce qu'il a beaucoup voyagé, donc elle montre l'immensité de l'empire, la circulation des hommes, des biens et des idées à travers la Méditerranée. Une monnaie aglabique aussi témoigne à l'intégration de l'Éphéria dans des grands réseaux économiques du monde islamique et médiéval. Ainsi, chaque monnaie constitue une porte d'entrée vers une histoire plus vaste. Par exemple, quand j'ai parlé de cette monnaie punique, on va dire. Hein? Donc, comment je l'explique à un élève ou à un étudiant? Il a du mal à comprendre donc, comment ça se passe, comment cette monnaie elle circule et elle passe d'une main à une autre. Vous trouvez donc, ce storytelling qui donne une vie à ces pièces. Voilà. Donc, si je l'explique comme ça, j'ai dit qu'il s'agit d'une monnaie du 3e siècle avant Jésus-Christ. Là, on voit la tête de Tanit, on voit le cheval, l'emblème de la force et la puissance de Carthage. Un petit, on va dire, entre 10 ans et 15 ans, ne peut pas comprendre. Donc, on essaye de faire un petit discours et je peux comprendre en fait. Et si je lui dis, je suis né à Carthage il y a plus de 2000 ans, mon portrait, donc mon effigie, mon visage portait les symboles d'une grande puissance méditerranéenne, en empire, l'empire de Carthage. J'ai circulé de port en port, de marché en marché, j'ai traversé la mer dans les bourses des marchands. Puis un jour, j'ai été perdue pendant des siècles. J'ai dormi dans la terre, pour dire qu'on se bénit, jusqu'à ce que les archéologues me redonnent une voix. Aujourd'hui, je ne sers plus à acheter, je sers à raconter. Ça, c'est très important. Parce que, pour lui montrer aussi les monnaies qui sont sorties de la circulation monétaire. Donc, ainsi, il peut comprendre. Mais si je lui dis, on ne peut pas acheter à l'air, il ne va pas comprendre. Mais quand on met un texte comme ça, simple, on peut comprendre et le message peut passer. Donc, ça, c'est pour un petit discours pour les collégiens, pour les lycéens. Donc, cette dimension, comme je dis, narrative est essentielle sur le plan pédagogique. En effet, la monnaie est souvent perçue avant tout comme une valeur marchande, un chiffre ou un instrument économique, révélé à son pouvoir d'achat ou à sa fonction d'échange. Elle peut apparaître abstraite, voire austère. C'est vrai. Donc, pour les élèves, les étudiants et les publics, même non spécialistes. C'est très important. Par exemple, la Banque centrale, elle a cette image d'une institution très bien déco, austère. Par exemple, dans un musée, un visiteur il peut me dire je suis en short, est-ce que je peux entrer? Je me dis que c'est un musée, c'est un moyen de loisir, donc on peut, comme tous les musées, au barreau, à d'autres.
Donc, et ça c'est très important. Et là, il est soulagé, on va dire, il est décomplexé, il me dit, bon d'accord, donc c'est bon, je peux. Et alors que la première fois, il me dit, voilà ma carte d'identité et tout ça. Alors qu'il est dans un musée, il ne sait pas comment ça se fait. Et donc, cette monnaie, ce musée, cette histoire, elle déglinda, elle a déglingué la cité, et même le gouverneur à l'époque, à Bessie, il était tout à fait d'accord. Parce que, je souligne, c'est un domaine, c'est vrai, c'est l'histoire, mais auparavant, il n'y avait que pratiquement des universitaires, c'est-à-dire des universités qui viennent, c'était des scientifiques par excellence, quoi. J'ai eu un business school, j'ai eu un HEC, j'ai eu un comptabilité, les aides et tout ça. Pas vraiment je mets l'histoire, eux qui travaillent quoi, sur ce domaine-là. Donc, alors que nous, on est là pour donner ce récit-là, et qui contient les chiffres et cette dimension humaine de la monnaie. Donc, c'est précisément ainsi que le storytelling prend tout son sens. Le récit permet de transformer une donnée technique en une expérience humaine. Derrière chaque monnaie se cachent des hommes et des femmes, des marchands, des souverains, des artisans, des voyageurs et des soldats. Une pièce ancienne cesse alors d'être un simple disque métallique pour devenir le témoin d'un parcours singulier. Donc, il passe par le temps. Les monnayeurs, ils passent, c'est-à-dire les monétaires qui gravent cette monnaie-là, qui sont à l'époque comme une banque centrale, qui ne doivent pas donner le secret de ce savoir-faire et tout ça. Et s'il y a des fausses monnaies, sachez que ce sont les monétaires qui sont dans les réseaux. C'est exactement comme maintenant. Donc, voilà. Le récit donne vie à l'objet, favorise son appropriation, et beaucoup de chercheurs ont montré combien les récits jouent un rôle fondamental dans la transmission des savoirs et la construction de représentations collectives. Dans le domaine du patrimoine monétaire, le storytelling constitue ainsi une passerelle entre l'objet, la connaissance et les différents publics. Et ça c'est très important parce que c'était une question pour moi aussi. C'était problématique pour moi le fait d'être vraiment une vraie littéraire et j'entre comme ça dans les chiffres parce que je me suis convertie pratiquement, c'était donc en thèse à cette science-là, j'étais plutôt historienne, archéologue et puis on me dit pourquoi pas, c'est très bien et mais c'était vraiment un challenge. Comment devenir en fait numismate alors qu'on est littéraire et on ne sait pas compter, on va dire. C'est vrai. Et puis, ce choc de civilisation, c'était la Banque centrale. Parce que les gars, ils parlaient des milliards de blanchissement d'argent, de je ne sais pas quoi, des contentieux. Ils faisaient des fautes sur des, je ne sais pas quoi, des milliards et tout. Et il était tellement froid. Vraiment, moi je me disais, si je perds une pièce d'une collection, ils sont tellement, comment dire, ils sont vraiment, donc ils savent comment gérer, et j'ai beaucoup appris avec eux, pourtant c'était différent parce qu'ils parlaient de chiffres à vrai dire. Donc voilà. Et donc tout ça, ça nous a aidé à comprendre la monnaie, et ce qui est très important, c'est qu'on mettait ensemble, en général, les deux publics, c'est-à-dire le public des humanités et le public des scientifiques. Elle le savait parce qu'elle ramenait des étudiants et beaucoup d'autres professeurs qui ramenaient aussi leurs étudiants. Donc, on essaie de faire les deux, le parallèle entre les deux publics pour voir comment ils réagissent à travers, face à cette monnaie-là. Et donc comprendre une monnaie, c'est un patrimoine au croisement des sciences exactes et des technologies. C'est-à-dire il y a des travaux, par exemple, où on voit, je ne sais pas, par exemple, on est là en train de chiffrer, de donner un chiffre exact de circulation monétaire à travers son usage. C'est-à-dire elle passe d'une main à une main, et le pourcentage dessus, en fait, nous permet combien elle a circulé, combien elle est restée dans la circulation monétaire, parce qu'il y a une longévité. Et ça, à vrai dire, il
sciences exactes ont profondément renouvelé l'étude des monnaies, les analyses fluorescence, connaître l'origine des métaux, surtout, c'est-à-dire les monnaies en or. On veut bien savoir les monnaies en or de Carthage qui sont rares, certes, mais on les a à travers la Méditerranée et tout. On veut savoir l'origine de ces métaux-là. Est-ce que c'était bien. Et à travers ces sciences exactes, en fait, on peut savoir d'où ça vient de l'Espagne, ça vient de pays, par exemple, comme le Soudan et d'autres. Et ça nous permet de tracer, de faire cette cartographie. Donc, il y a des analyses aujourd'hui qui nous permettent d'identifier la provenance des métaux, de détecter les modifications, d'alliage, ou de mieux comprendre les techniques et les frappes utilisées des ateliers monétaires. Une monnaie donc devient un véritable laboratoire en miniature. L'étude d'un alliage, par exemple, peut révéler des phénomènes historiques majeurs. Une diminution de la teneur en argent peut signaler une crise économique ou politique de dévaluation. Par exemple, à l'époque romaine, on a plutôt des monnaies, par exemple, des monnaies plutôt en argent. C'était en argent, c'était pendant le deuxième. À partir de la seconde moitié du IIIe siècle, on a des monnaies dévaluées qui ont utilisé plus de cuivre dans cet alliage-là. Et c'est grâce à ces analyses qu'on a pu définir l'ampleur de ces crises-là et tout. Donc la mieux possédait également une source quantitative précieuse. Et ça fait peur aux gens des humanités. Les découvertes des trésors monétaires, les statistiques de circulation, les études de répartition géographique permettent de reconstituer les flux économiques anciens avec une remarquable précision. Donc, ça c'est l'exemple d'un trésor, ça c'est une bourse, donc on essaie un peu d'expliquer comment ça se passe. Et le patrimoine donc monétaire contemporain aussi, donc je ne vais pas parler de l'ancien patrimoine monétaire, offre lui aussi un terrain d'observation particulièrement riche. Et là on a un contemporain et médiéval. Là j'ai mis, et là je vais parler un peu de ce côté matériel et immatériel. Ce sont deux faces à une seule. Et les billets, par exemple, on a parlé des billets pour là, quand la monnaie prend la parole. Donc, vous m'avez vu dans le petit texte là, pour les petits entre 10 ans et 15 ans. J'ai parlé de la monnaie unique pour expliquer ça. Mais là, ok, ça ne va pas marcher. Bon, j'ai parlé de la monnaie primitive, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec le sel, le riz, le thé chinois et tout ça. Et c'était une exposition de ces produits-là. Et alors là, c'est-à-dire le visiteur quand il vient, il dit ça, c'est un musée spécialisé, comment ça se fait qu'on mettait ces produits-là? Et pour lui, ça ne va pas être une monnaie. Alors que ces produits-là, c'était une manière de dire, il avait la même valeur qu'une monnaie à l'époque. L'armèche, le taras, tout ça, donc voilà, si. Le melh, bien sûr, le riz, tout ça. Donc, et c'était ce qu'on appelle le troc. Mais il a fallu faire un petit. Ça n'a pas voulu marcher, mais bon. Donc, il a fallu expliquer ça aux visiteurs pour qu'ils comprennent que ça a une importance, cette monnaie primitive, et l'homme qui était là pour faire des échanges. Voilà. Donc, et ici, il y a un petit texte aussi de promotion pour le musée. Donc, 25 قرن يهدروا الخرافات كل العملات ودخلوا جيش انا حكايات وما دوفاش هيا تبعوني المال والبال ما يتخباوش
هو فيه جد الفيترين نتاع الفيله وليله وزاد بالمكبرات باش نراو بيه في البلايسات فيه مكتبه وكتب يحكيو على البلايسات وعلى فلوسنا. دونك مرحبا بكم انتم مخشجينكم. دونك كل يوم ما عدا الاثنين 9:30 حتى 10:30. Donc c'est une petite promotion pour le musée de la monnaie. Et juste au livre, on va voir. Donc, les 50 dinars, et juste, je rentre juste un peu dans la censure parce que Oscar Cameroun, elle a parlé de la censure. Elle a mis la censure. Donc, on voit les 50 dinars dans 2008. On voit les 50 dinars de la Cheikh Kairawani dans 2018. Donc, c'était refait donc, une autre émission par le gouverneur à l'époque, Marlon Abessi. Puis on voit la dernière, Garo Wazeta Kifif, donc les Hedjibira, et on voit la mixité. Et il y a justement, ça a été retrait, c'est-à-dire on a fait le retrait de ce billet-là en 2018 parce que tout simplement, à la même période dans la Chine, il y avait un peu de mort. Donc c'était en relation avec l'ancien régime. Si. Donc, et depuis, on a dit pour ne pas faire vraiment des problèmes, pourquoi pas en honneur, parce que c'est le même. Et on a changé, en fait, c'est devenu la Cheikh Kairawani, et derrière lui, le musée, on dirait qu'il est en train de prendre un selfie. Moi, je trouve que c'est fun, c'est bien. Donc, bah voilà. Et donc, on a donc, ce sont des graphistes qui travaillent ça. Il y a des prix, tout ça. Donc, il y a de l'argent. Donc c'est ça, et puis on a mis le premier donc, gouverneur, et on a mis le mammouth, le grand mammouth, c'est-à-dire la décidé, pour dire un peu les anecdotes de ce patrimoine monétaire. Donc, voilà. Et il y a par exemple ça c'est une autre chose, ça c'est de flous, donc, et on voit le exactement pour Tunis. Alors, pratiquement, on n'en parle plus de ce point qui est Janouba, on est à Déwali qui est Janouba ou quoi, donc pour mettre en valeur donc c'est une jazette, on ne peut pas dire, ses œuvres. Donc, il a choisi ça par d'autres œuvres, d'autres repères, savoir la culture de travail, tout ça, et ça c'est très important. Donc, tout ça, il faut le mettre dans ce billet-là, en général, qu'on met dans notre poche, on ne se rend pas compte de la valeur. Donc, pour conclure, et parce que je comprends, pour conclure, je dis que le patrimoine monétaire apparaît aujourd'hui comme un remarquable terrain de rencontre entre les sciences exactes et les sciences humaines. Peu d'objets patrimoniaux offrent une telle capacité à articuler l'analyse scientifique, l'interprétation historique, la transmission mémorielle et l'éducation citoyenne. Parce qu'à travers ça aussi, on fait l'éducation financière pour que les petits gardent bien leur bourse et ne tombent pas dans les découvertes comme leurs parents. Donc, à travers une monnaie antique ou un billet contemporain, il est possible d'aborder l'histoire politique, les échanges économiques, les techniques de fabrication, les innovations dans le contexte tunésien, donc riche d'amélioration monétaire, ouvrant plus de 2 millénaires d'histoire. Cet enjeu revêt une importance particulière. Valoriser ce patrimoine ne consiste pas uniquement à conserver des objets dans des vitrines, donc c'est un musée et aussi ça doit être vivant. Il s'agit de leur donner une voix, de leur réinscrire dans une histoire partagée et les mobiliser comme instrument de connaissance. Et je vous remercie. Merci.